On est là pour une excellente conférence tenue qui va se tenir par Dimitri Rougas. Je vais prendre, Dimitri, quelques minutes pour présenter quelques points et puis je te passe la parole après. Merci d'être là. C'est notre 73e réunion Zoom. Je sais qu'il y a beaucoup de vacances présentement, mais on s'ennuyait trop de vous autres, fait qu'on a décidé de vous en faire une aujourd'hui. Puis il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. On a beaucoup de bonnes nouvelles qu'on veut vous partager ce matin. Puis ceux qui ne sont pas là, ben, ils vont se mordre les pouces parce que ça va être extraordinaire comme rencontre. Puis comme information que vous allez tirer. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Dimitri parce qu'on lui a alloué seulement 25 minutes. C'est ça, tu avais les cheveux courts. Karen avait des shorts bien lousses de basket. Merci, Michel. Les shorts de basket. Écoutez, le titre de la conférence ce matin, c'est l'immobilier cet automne, selon un spécialiste en prêt hypothécaire. Dimitri a plus de 15 ans d'expérience en financement hypothécaire résidentiel. Il a l'air tout jeune. D'après moi, il a commencé à travailler à 16 ans. Mais il a quand même 15 ans d'expérience. Il a roulé sa bosse dans plusieurs institutions financières. Il a pris de l'expérience. Puis là, il est présentement chez Planiprêt. Dimitri ne vient pas nous pousser Planiprêt. Là, il ne vient pas nous parler de Planiprêt, mais il vient plutôt nous parler de ce qui s'en vient dans le marché, des statistiques qu'il y a présentement. Et puis, c'est ce qu'il voit comme activité au niveau du taux, le taux fixe, le taux variable, et au niveau des activités du marché. Alors, sans plus tarder, Dimitri, je te passe la parole. Si j'ai compté des mantras quelque part, tu peux me corriger. Mais vas-y, je te passe la parole. Pas du tout. Merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup pour la petite introduction. Merci beaucoup pour cette opportunité. Ça fait quelques temps maintenant que je fais des présentations comme ça, du type à donner un peu mon opinion, mon pouls sur le marché. Et gênez-vous pas. Si jamais il y a des questions, je vous inviterai à les mettre dans la barre de clavardage. C'est sûr qu'à un moment donné, moi, je ne peux pas toutes les voir au moment de la conférence parce que je vais vous présenter un peu mon écran. Je vais être en mode présentiel ou présentation, je devrais dire, parce qu'on n'est plus en présentiel. C'est quelque chose qui me manque, mais définitivement, on aura d'autres opportunités. Puis le but aujourd'hui, c'est, on m'avait demandé un peu un sujet punch, un titre accrocheur. Puis vraiment, qu'est-ce qui m'est venu à l'idée après avoir repassé tous les éléments de la présentation, c'est quand l'inconcevable devient la réalité. Puis honnêtement, depuis 2020, on parle de plusieurs choses qu'on n'aurait jamais pu prévoir il y a 5 ans ou qu'on n'aurait jamais vraiment pu penser à ça il y a 5 ans. Je vous rapporte juste, en fin de compte, on regarde tout ce qu'on a vécu, pandémie, crise économique, en fin de compte, confinement, restrictions du point de vue des sorties. Ça a été vraiment quelque chose, vivre les 2 dernières années, les derniers 24 mois. Mais il y a eu des chiffres derrière tout ça. Il y a eu des événements qui se sont produits, puis des fois, on les oublie parce qu'on a vécu tellement de choses, tellement d'émotions fortes que la mémoire, elle retient juste l'élément le plus court. Donc là, je vais vous commencer en partageant mon écran. Permettez-moi un petit moment de technique parce que pour l'instant, moi, je n'ai pas une équipe complète. Veuillez, est-ce que je peux juste demander si quelqu'un voit la présentation qui se partage? On ne la voit pas. Puis, crains pas pour les questions, on va t'en faire part au fur et à mesure qu'il y en aura, Dimitri. Mais on ne voit pas ton écran. Cynthia, est-ce qu'il faut faire quelque chose de notre côté pour lui donner le. Ben, Dimitri a quitté, donc on va attendre qu'il revienne, malheureusement. Ah, c'était une bonne présentation. Et, ben, écoute, je peux peut-être parler de quelques points avant qu'il arrive. Là, on va faire du ad-lib. Il y a 2 activités à venir dans les 2 prochaines semaines. Je pense qu'à la demande de tout le monde, on a besoin de se rencontrer. Alors, il y a une activité le 24 août au bureau de Sainte-Thérèse, dans le stationnement. Il va y avoir des victuailles, un peu de bouffe. Là, je pense que c'est blé d'Inde, hot dog, du vin, de la bière. Et puis, on va se rencontrer pour jaser, parler. Je pense que c'est plus l'événement de se rencontrer qui est important. Et puis, il va y avoir une rencontre le 24 août à Sainte-Thérèse et le 30 août pour les bureaux du Nord. On pensait faire ça, on fait ça à la Maison des citoyens à Sainte-Adèle, qui est à côté, qui nous est prêté par Sainte-Adèle pour, je vois Dimitri, pour l'activité. Alors, je vais revenir plus tard. Je passe la parole à Dimitri, mais là, il est mute. T'es mute, Dimitri, il faut que tu te démutes. Cynthia. OK. Pardonnez-moi, vous voyez bien l'invitation? Vous l'écran vide maintenant?
Oui, on la voit. On commence dans 30 secondes avec une petite présentation. Le tout devrait être bon maintenant. Je vais juste vous demander la confirmation que vous voyez. Cynthia ou quelqu'un, est-ce que vous pouvez juste me Oui, confirmer? Dimitri, c'est bon. Ah, pardon. Excellent. Merci beaucoup. Donc, lorsqu'on reprend un peu les facteurs de qu'est-ce qui nous a emmené, qu'est-ce qu'on a vécu dans les derniers 24 mois. Pensons-y. 11 mars 2020, vraiment, Santé publique annonce les premières mesures restrictives. Par l'isolement des voyageurs, interdiction des rassemblements, l'incitation au télétravail, on commence à sentir un peu la panique dans le marché. Le 13 mars, c'est vraiment l'urgence sanitaire et on commence même à savoir que votre métier va être changé. Les restrictions qui s'imposent un peu sur les visites, les offres d'achat, le tout, on commence à paniquer un tout petit peu. Puis le 21 mars, on interdit tout rassemblement. Bien, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'alléger un peu la crise économique qui se prépare? Parce que c'est sûr que quand on demande à des établissements, des entreprises de fermer, de faire du télétravail, c'est tout nouveau, on ne sait pas à quoi s'attendre. La Banque du Canada commence déjà à prendre des mesures à réduire son taux directeur pour s'assurer à ce moment-là que le crédit ne sera pas nécessairement gelé et que le financement va pouvoir se permettre pour des modes d'urgence dans le besoin qui s'ensuit. Donc, on a 3 réductions qui se suivent au mois de mars 2020. Réduction qui égale 1,5 en réduction. Puis la raison pourquoi je vous demande de vous rappeler du 1,5, c'est qu'on va y revenir lorsqu'on va parler des augmentations récentes. Autre élément maintenant aussi, vu que la Banque du Canada réduit son taux, on a les obligations dans le marché qui baissent, que vous constatez ici. Il y a eu une grosse chute libre dans ce qui est du taux d'obligation dans les 5 ans, mais une forte remontée. Ça s'est expliqué par la crise du crédit. Ça s'est expliqué par le fait qu'il n'y avait plus de liquidité dans le marché. On a beau réduire les taux, si le monde a peur de prêter leur argent parce qu'ils ne savent pas s'ils vont se faire rembourser, ça crée, en fin de compte, ce moment de stress. Donc, qu'est-ce que la Banque du Canada s'est mis à faire? Non seulement est-ce qu'elle a réduit son taux, elle s'est mise à racheter des obligations sur le marché. Des obligations qui ont permis au gouvernement de pouvoir financer des stratagèmes, dont le soutien à l'urgence, dont les fonds qu'ils offraient aux différentes entreprises, le soutien aux revenus des employés qui étaient temporairement mis à pied. Et ça, en fin de compte, ça a commencé en 2020, mais jusqu'à récemment, il y avait encore des programmes qui persistaient. Donc, jusqu'en début de 2022, il y avait ces fonds-là que le gouvernement offrait en fonction d'aides supplémentaires aux entreprises et à l'économie canadienne. Qu'est-ce que ça fait? En fin de compte, on a réduit les taux d'emprunt, on a réduit les taux fixes autant dans le marché des obligations. L'argent était quasiment gratuit. Donc, avec une somme, avec des fonds maintenant qui sont facilement gratuits et le fait que tout le monde est un peu séquestré, enfermé ou ne peut pas vraiment s'amuser, voyager, se divertir d'autres façons, on s'est mis à penser à des grands projets et des projets d'envergure au niveau financier. Donc, soit l'achat d'une voiture, soit des rénovations majeures à la maison, soit le changement d'une maison tout court. Et c'est ça qui a causé l'engouement pour, en fin de compte, un gros engouement pour le marché immobilier. Vous l'avez vous-même connu. Et ici, j'ai voulu prendre un peu les chiffres, les données qui sont, en fin de compte, offerts à travers le baromètre du deuxième trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2022. Je voulais porter à votre attention aux augmentations des valeurs qu'on a connues au niveau de la grande région de Laval, la Rive-Nord, même la Rive-Sud, d'énormes augmentations dans le prix médian d'une habitation au courant des 3 dernières années. Ça ne s'explique pas nécessairement par le fait que le monde se sentait plus riche, par le fait qu'il y avait des meilleurs emplois, qu'on dépensait peut-être moins un peu dans des voyages, dans certains autres déplacements. C'était vraiment le fait que l'argent était relativement peu coûteuse, que le coût d'emprunt était relativement peu coûteux et que les emprunteurs pouvaient se permettre à ce moment-là d'acheter ou de s'embarquer, en fin de compte, dans des engagements hypothécaires plus élevés que ce serait permis dans le passé. Cette réalité-là, toutefois, c'est de savoir comment est-ce qu'on la voyait s'évoluer. Est-ce que l'année dernière, alors qu'on se parlait, qu'on vivait déjà confinement, vaccination, vague de Delta, après ça, reconfinement,
après ça, passeport vaccinal, Omicron. On croyait tous qu'à un moment donné, oui, on allait s'en sortir, mais pas en fin de compte avec l'ampleur et, disons, la reprise économique qu'on a connue en 2022. Parce qu'en 2022, lorsque le gouvernement a graduellement commencé à relâcher sur les impositions sanitaires, bien, on était tous soulagés par cette réalité-là. Parce que ça faisait déjà 1 an et demi, 2 ans qu'on se privait, qu'on ne se permettait pas de faire de grand-chose. Et donc, la fin des restrictions liées à la COVID, honnêtement, c'était comme le Boxing Day ou c'était comme Black Friday aux États-Unis. On pouvait maintenant se permettre de revivre. Okay? Et donc, la consommation n'était non seulement limitée aux gros projets, elle jouait dans d'autres éléments. Elle jouait dans le quotidien, dans les sorties, les voyages, la planification pour des petites transactions du jour au jour. Et malgré qu'on avait connu, en fin de 2021, déjà un peu d'inflation, parce qu'il y avait des problèmes avec les chaînes d'approvisionnement un peu partout dans le monde à cause de la COVID, 2022 a été marqué par l'inflation. Ça, on commence à en parler de plus en plus. Moi et mon associé Ryan, on en parlait dès le début de l'année parce qu'on savait que l'inflation allait être au menu, mais on ne s'attendait pas au niveau que l'inflation allait augmenter parce que c'est sûr qu'on comparait une année maintenant où on avait ouvert les portes, on avait ouvert les marchés comparativement à une année qui était relativement restrictive. On avait connu du confinement, on avait connu des entreprises qui n'opéraient plus à pleine capacité et donc on s'attendait à une inflation. Mais une inflation à ce niveau-ci, dans les 8, quasiment au-delà de 8 %, c'était quelque chose de vraiment troublant parce que ça diminue le pouvoir d'achat de tout emprunteur, ça diminue le pouvoir d'achat de tout consommateur, je devrais dire même. Et donc, la Banque du Canada s'est retrouvée un peu dans une petite a little bit of annoying, pardonnez-moi, je suis un peu anglophone également, dans un petit scénario où est-ce qu'il était pris les culottes baissées. On va le dire de cette façon-là. Et la tendance, c'est que maintenant, la Banque du Canada devait prendre le contrôle sur l'inflation qui s'était manifestée en début d'année et qui maintenant était devenue un grave problème. Parce que l'inflation, dans le contexte où on était, on avait une main-d'œuvre limitée. Donc, on sait que les entreprises maintenant recommençaient, redémarraient. On pense juste aux restaurants, aux hôtels, tout le monde qui devait embaucher, former, et la capacité ne se retrouvait pas là. Donc, le monde était prêt de vivre cette expérience-là en payant un peu plus cher. Et donc, pour attirer la main-d'œuvre, je me permettais de payer cette main-d'œuvre un peu plus cher. Donc, si j'augmente les salaires pour après ça augmenter les prix, on va à ce moment-là avoir un salaire plus gros, on va vouloir vivre une expérience un peu plus coûteuse et donc on tombe dans ce cycle inflationniste. Le cycle inflationniste qu'on a vu est celui-ci qui a commencé début de l'année 2021 et qui a persisté. Mais en 2022, qu'est-ce qu'on voit ici? La grosse pente ascendante, ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas s'attendre à vivre. Ça, c'était le conflit Russie-Ukraine. Et je ne sais pas si de votre côté, vous en avez autant appris que moi dans les derniers mois. Moi, je n'étais pas au courant avant cette situation-là, la signification ou l'importance, disons, de la Russie vis-à-vis les approvisionnements énergétiques de l'Europe et la signification et l'importance, disons, de l'Ukraine vis-à-vis l'alimentation pour l'Asie mineure et le Moyen-Orient. Deux éléments qu'on ne peut pas se priver. On ne peut pas se priver d'énergie puis on ne peut pas se priver de nourriture. Donc, ça a eu un impact partout à travers la planète. Puis le choc qu'on vient de vivre ici, donc l'hyperinflation qu'on a connue depuis ce conflit-là, c'est vraiment une crise énergétique. Une crise énergétique qui se compare à la fin des années 70, milieu des années 80. C'est là où est-ce que maintenant, aujourd'hui, on est un peu dans un contexte qui est difficile à vivre parce que, un peu comme Christian l'avait mentionné, je n'ai pas de l'air si vieux que ça. Et non, je n'ai pas vécu la crise pétrolière des années 70, ni la crise des années 80. J'ai connu le boom, donc le bust, si on veut, technologique des années 2000, mais ça ne se compare pas exactement. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans un monde qu'on n'aurait pas songé revoir parce que l'histoire est tellement lointaine à la génération active. Il y a juste peut-être mes parents qui vont se rappeler de ce moment-là et qui nous avisaient tout le temps, faites attention au taux de 18-21 %. Là, je vais vous arrêter, n'ayez pas de crainte, on ne devrait pas atteindre ces taux-là, mais l'ampleur de l'augmentation qu'on a connue dans la dernière année se compare à ces années-là.
Réaction du marché vis-à-vis l'inflation. Donc, le marché aussi a connu son augmentation quand l'inflation est arrivée. On le voit ici, on a connu à partir du conflit des anticipations vis-à-vis des augmentations de taux pour contrer l'hyperinflation qui était rattachée au prix de l'énergie et au prix de l'alimentation. La deuxième petite montée ici, elle s'explique par le fait qu'il y avait à ce moment-là des anticipations vis-à-vis les annonces des banques centrales. Les banques centrales qui se sont dit, on s'est retrouvé derrière, en retard sur les augmentations, en retard sur l'inflation, donc on va attaquer l'inflation de façon agressive. Une annonce, ce n'est pas la même chose qu'un fait. Donc, un peu comme un parent qui va dire à un enfant, fais pas ça, sinon je vais te punir. Si la punition n'arrive jamais, on n'y croit pas vraiment. Mais une fois que les augmentations des banques centrales ont eu lieu, je peux vous montrer ici, puis c'est des augmentations assez importantes, qu'est-ce que vous allez réaliser, c'est que à ce moment-là, la courbe, elle s'est corrigée un tout petit peu. Et ça s'explique par le fait même qu'on commençait à croire à des augmentations qui allaient freiner la reprise économique. Puis par freiner, je veux dire vraiment un freinage mondial, parce qu'on avait déjà des problèmes d'approvisionnement en Chine et à cause de leur tolérance zéro vis-à-vis de la COVID qui avait fermé des gros ports. On avait à ce moment-là également des données qui sortaient des industries manufacturières qui avaient commencé à réduire leur production et les transports en cargo, c'est une autre mesure qui est souvent suivie, qui eux aussi étaient à la baisse, ou disons le coût du transport en cargo en bâton qui était à la baisse. Donc, tous ces facteurs-là ont fait qu'on a connu une brève réduction, en fin de compte, du coût d'emprunt parce qu'on croyait à ce moment-là à une récession. Même qu'aux États-Unis, on en parlait ouvertement. On avait 2 périodes de contraction économique. Les 2 premiers trimestres, ils étaient en période de contraction économique avec des productions du PIB négatives. Mais aux États-Unis, on affirme juste une récession par le Bureau national. La raison pourquoi cette récession-là n'a jamais été annoncée, puis même au Canada, je ne sais pas si on peut parler de récession en ce moment-ci, c'est que la situation de l'emploi est encore forte. Si vous regardez autour de vous, il y a encore un manque de main-d'œuvre. Il y a encore cette demande-là de postes qui ne sont pas comblés. Et tant et si longtemps que le taux de chômage va être faible et qu'il sera bas, je ne crois pas qu'on va parler de récession parce qu'on ne pourra pas, et on ne pourra pas anticiper à ce moment-là une réduction vis-à-vis les taux. Ici, donc, on voit en fin de compte, les augmentations progressives qu'on a eues sur le taux variable, ou je devrais dire le taux directeur de la Banque du Canada, et qui a eu un impact sur son taux variable. Et souvent, je vais me faire poser la question, est-ce que tu crois que ça va arrêter? Est-ce que tu crois quelle sera la prochaine augmentation? Et premièrement, l'indice à la consommation qui est sorti pour le mois de juillet, bonne nouvelle, si on retourne ici, on voit qu'il est à la baisse. Donc, première indication que l'inflation peut-être serait sous contrôle. Toutefois, le directeur de la Banque du Canada a sorti un article la semaine dernière, un texte d'opinion qu'il a pris dans le First National, qui mentionnait qu'il a encore ses craintes vis-à-vis de l'inflation et que celle-ci n'est pas entièrement maîtrisée. Donc, quelles sont mes anticipations? C'est que je crois fortement qu'il y aura une autre augmentation à prévoir pour le mois de septembre. Une autre rencontre également de la Banque du Canada fin du mois d'octobre et une autre en début de décembre. Donc, 3 rencontres qui nous restent d'ici la fin de l'année. Je ne serais pas surpris à voir des augmentations totales allant jusqu'à 1 et même que la première augmentation du mois de septembre soit assez importante, disons 1,5 à 0,75. Parce que le problème n'est pas encore maîtrisé et il y a également l'autre fait que les banques centrales désirent depuis longtemps normaliser les taux. Qu'est-ce que ça veut dire normaliser les taux? Donc, on a connu la crise financière à l'an 2010, pardonnez-moi, et qui a occasionné vraiment tout un choc financier où est-ce que les taux ont commencé à baisser. Depuis cette période-là, les 10 dernières années, on n'a pas été en mesure de ramener les taux à un certain niveau. Et les banques centrales veulent à ce moment-là normaliser les taux pour se redonner cet outil-là qui est l'augmentation et la baisse du taux directeur, plutôt que l'autre outil qu'ils ont utilisé lorsque la crise économique de 2008-2009 a frappé, qui était le quantitative easing qu'on connaît en anglais ou le rachat d'actifs majeurs sur les marchés.
Donc, racheter des obligations au niveau d'une banque centrale peut aider à stimuler une économie, mais ce n'est pas une stratégie intéressante ou une qui peut être vraiment soutenue à long terme. Donc, le concept de pouvoir normaliser les taux, c'est quelque chose d'hyper important pour les banques centrales. Quitte à aujourd'hui dépasser un peu un taux neutre, qui veut dire un taux qui non plus va inciter à la croissance économique ou enfreigner à cette croissance-là, parce que ça va leur permettre de pouvoir mieux jouer. Donc, qu'est-ce que je mentionne ici? C'est que ma croyance, c'est qu'on n'est pas rendu à la fin des augmentations de taux et on voit même que le taux fixe ici commence un peu à sa remontée. Ma croyance, c'est qu'on va se retrouver dans un barème, donc un certain range, où est-ce qu'on va retrouver les taux fixes évoluer entre, disons, un 4,5 et probablement un 5 ou 5,5 pendant une petite période de temps, le temps que le tout se restabilise. Est-ce qu'on met ceci en contexte? Donc, on revient un peu plus près de la pré-crise économique de 2010. C'est à peu près le même niveau qu'on va rencontrer. On ne sera plus au même niveau avant la crise de la pandémie, malgré qu'on avait augmenté un tout petit peu. On revient rejoindre le niveau dans lequel on se trouvait en 2009-2010, qui n'est pas nécessairement un mauvais niveau. On avait, en fin de compte, une belle croissance économique, autant au Canada qu'aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un peu plus problématique parce qu'il y avait beaucoup de prêts qui avaient été faits sous le concept Ninja, donc aucune confirmation de revenus, aucune confirmation d'actifs, et c'est ce qui a occasionné, en fin de compte, la chute de leur système financier. Mais au Canada, les banques sont bien gérées, sont bien encadrées par le gouvernement, et cette crainte-là n'existe pas. L'enjeu va être plus au niveau du consommateur. C'est le budget familial qui est maintenant mis au défi. Alors, vous allez m'excuser, je n'avais pas réalisé que le tout allait recouvrir mes petits bonhommes. Mais si je reviens un peu ici avec les chiffres, et je vais juste vous parler de chiffres en tant que tels, c'est que le budget familial va être confronté maintenant à soit une augmentation des taux variables ou à un renouvellement des taux fixes. Et si on prend comme exemple concret une hypothèque de 400 000 à des taux de 2,54 qu'on a connus durant les 5 dernières années et qui aujourd'hui vont renouveler à du 4,54, mais c'est une augmentation pratiquement de 450 $ au budget familial. Quand même quelque chose d'important à considérer lorsque le monde a d'autres dépenses qui, elles aussi, ont augmenté, soit le coût de l'alimentation, le coût de l'énergie, coût d'habillement, éducation. Il y a plein de choses qui peuvent se produire dans un espace de 5 ans où est-ce que notre situation économique ou notre mode de vie lui-même va devoir changer. Et aujourd'hui, le problème est plus un problème, la transition dans un court espace de temps comparativement à une transition qui pourrait se faire sur plusieurs années. Ceci en revient, c'est que le monde va avoir des décisions importantes à prendre. Est-ce qu'on va pouvoir continuer dans le même train de vie? Probablement pas. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que tout va arrêter. Parce qu'on va se retrouver quand même avec du monde et des opportunités transactionnelles qu'on n'aurait peut-être pas connues. Première chose que moi, je remarque dans le marché d'aujourd'hui, c'est que les acheteurs potentiels qui étaient écœurés des surenchères et qui n'avaient pas d'opportunité à vraiment bien intégrer, si on veut, le marché de la revente, trouver la maison qu'ils désirent, bien négocier, eux, ils reviennent maintenant à la recherche. C'est du monde qui avait un budget très structuré, ils savaient leur capacité d'emprunt. Donc aujourd'hui, oui, ça coûte un peu plus cher, mais au moins, ils sentent dans quoi ils s'embarquent. Ce n'est plus, en fin de compte, ce sentiment de hypertension ou d'émotions vives. Eux autres, c'est les ingénieurs de ce monde, le monsieur, la madame cartésienne de ce monde qui a besoin de savoir exactement où est-ce qu'ils se dirigent. Ceux-là, ils reviennent à la charge dans ce marché parce que c'est un marché qui les attire. C'est un marché où est-ce qu'il y a beaucoup plus de certitude vis-à-vis certaines choses qui sont importantes pour eux. Il y a peut-être l'incertitude vis-à-vis le taux, mais une chose à se rappeler, le taux, c'est temporaire. Lorsque je vais fixer un taux variable, je ne vais pas fixer un taux variable, mais lorsque je vais prendre une hypothèque à taux variable, je vais prendre une hypothèque à taux fixe pendant une certaine période, bien, à la fin de cette période-là, je le sais qu'il y aura un renouvellement. Donc, ces personnes-là qui sont cartésiennes savent évaluer le risque, savent établir leur budget, et ils seront de retour dans le marché en force. Il y a également les premiers acheteurs qui n'ont jamais connu, en fin de compte, les anciens marchés. Quelqu'un qui n'avait pas l'âge de majorité ou quoi que ce soit, qui maintenant se retrouve dans le désir d'acheter une première propriété, bien pour eux autres, c'est une première réalité. Une première fois qu'on leur dit « voici combien que ça vous coûte ».
Donc, ces acheteurs-là, s'ils ont eu l'opportunité d'économiser ou s'ils ont accès, en fin de compte, à la banque de maman et papa, donc si les parents ont de bonnes économies, ça va se retrouver à être de très bons futurs acheteurs et des personnes clés à vouloir viser. Du point de vue des ventes, je vous dirais, les vendeurs potentiels sont ceux qui sont à la retraite, qui avaient connu la retraite soit durant la pandémie ou même avant, et qui s'étaient établi un certain budget en fonction des faibles taux. Donc, la dette hypothécaire n'avait pas été remboursée. Ces personnes-là, aujourd'hui, devraient être sollicitées pour revoir un peu leur budget, savoir qu'est-ce que le prochain renouvellement va apporter, puis est-ce que ce serait un moment opportun de mettre la propriété en vente, revoir un peu les besoins futurs en forme d'habitation et en forme de fonds pour soutenir notre vie, parce que ça va être quelque chose d'important pour eux à savoir. Est-ce qu'il est plus profitable ou plus opportun de conserver sa maison, mais à savoir que le coût de la vie va augmenter. Donc, peut-être que ces personnes-là vont devoir réduire leur qualité de vie ou emprunter et prendre un plus lourd endettement qui va nuire peut-être à la vie prochaine ou qu'est-ce qu'eux autres ils voulaient léguer à leurs enfants. Ça, c'est des facteurs très importants qui devront être discutés en famille ou qu'eux devraient discuter avec un conseiller financier ou un gestionnaire de la dette, que je me considère, pour avoir des bonnes décisions dans le futur. Puis finalement, si je me reviens à une des étapes du début, on a connu un gros essor au point de vue des propriétés à revenus. Le locatif a connu une expansion massive, non seulement à Montréal, mais dans même les couronnes nord et sud de la grande région de Montréal. Certains de ces projets-là, en fin de compte, c'était des acheteurs spéculateurs qui achetaient plusieurs locatifs et qui se disaient, avec l'appréciation des propriétés, bien, je vais toujours rentrer dans mon argent. Il y a certainement juste un enjeu aujourd'hui. Ceux qui disent augmentation de taux savent qu'une inversion vis-à-vis de l'augmentation d'un actif et que la croissance future de ces immeubles-là va devoir également être mesurée par une croissance des revenus ou des loyers. Donc, sans l'effet que le faible taux va amplifier la demande pour ce type de propriété-là, ces personnes-là doivent faire attention à savoir est-ce que la propriété aujourd'hui est déficitaire ou pas. Si elle génère un déficit et qu'à ce moment-là, c'est un déficit que la personne va avoir peut-être de la difficulté à couvrir, l'emprunteur va avoir de la difficulté à couvrir à long terme, ce serait des belles opportunités aujourd'hui de rentabiliser sur ce projet-là en vendant la propriété parce que dans le futur, si elle est déficitaire pour ces personnes-là, bien, les taux d'intérêt plus élevés vont avoir un effet négatif. On commence à le voir en Ontario, parce qu'il y a du monde qui avait acquis des propriétés avec un taux variable et l'augmentation du taux variable font qu'aujourd'hui, ce monde-là ne peut plus maintenir ces propriétés-là. Ça ne veut pas dire que le marché du locatif va tomber, va s'effondrer. Au contraire, moi, je crois que les propriétés locatives aujourd'hui vont avoir vont juste changer de nature. Parce qu'avant, c'était vraiment un pur locatif à 3. Aujourd'hui, peut-être, je vais avoir un propriétaire occupant avec des loyers supplémentaires pour pouvoir couvrir l'endettement. Avec le taux de qualification qui devient plus haut, puis les ratios d'endettement qui, eux, doivent se maintenir, c'est vraiment la nature de l'immeuble qui va changer et je crois que ça sera des propriétés que durant l'automne surtout vont être des propriétés très intéressantes, des propriétés qui vont avoir un gros engouement. Donc, quelqu'un qui veut vraiment acheter cette propriété-là au courant des prochains mois, ça serait une belle opportunité pour cette personne-là de cristalliser son gain de capital et de retrouver probablement un acheteur-preneur assez rapidement. Là, c'est sûr que j'ai essayé de tout condenser ça dans 20 minutes. Ce n'est pas nécessairement évident. Puis je vous ai fait un topo d'une grande ligne de temps. Mais je voulais vous donner un petit aperçu de plusieurs choses, de pouvoir vous donner un raisonnement. D'où est-ce qu'on est parti, qu'est-ce qui est arrivé, puis qu'est-ce qui pourrait nécessairement être prévu pour les mois à venir. Et j'ouvre en fin de compte un peu la place pour des questions. Je sais que j'ai vu que quelques questions dans le chat, donc je vais être très heureux de pouvoir vous répondre. Écoute, merci. Merci Dimitri, très intéressant. Puis ça vient mettre un petit peu une lumière sur les questions que les courtiers pouvaient avoir. Puis moi, ça me sécurise là, parce qu'il faut que je renouvelle mon hypothèque. Fait que je vais prendre un taux ouvert. Puis dans 2 ans, je vais renégocier pour 5 ans. Mais sans plaisanterie mise à part, effectivement, ça nous éclaircit pas mal. Il y a peut-être des questions, mais on va revenir aux questions peut-être dans un autre Zoom. Là.
dans 2 semaines, mais je me répète, j'ai des petits points à parler immédiatement, c'est que le 24 et le 30 août, il y a des activités avec les courtiers. Le 24 août, c'est au sud, le 30 août, c'est au nord, j'en ai parlé tantôt. L'autre point que je voudrais parler, c'est que la musique qui était horrible au début, c'était Never Gonna Give You Up de Rick Astley. C'est une chanson qui dit qu'on ne vous laissera jamais tomber. C'est-à-dire, lui, contre sa blonde, là, mais nous autres, en comité de direction et les adjointes, on vous réitère le point qu'on est là pour vous supporter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a Lise, il y a Georges, il y a Christian, puis il y a Robert qui revient de vacances lundi prochain, puis il y a toute l'équipe de soutien avec l'équipe de José Terrien qui sont là pour nous supporter. Grande nouvelle, roulement de tambour. Je suis fier de vous annoncer que les bureaux vont réouvrir le 6 septembre 2022, parce que j'ai des gens qui me disaient 2023 ou 2024. Non, 6 septembre 2022, c'est le mardi, la même journée qu'on fait notre Zoom. Les détails sont à venir. On va vous, par bureau, on va vous aviser ce qui arrive, qui va s'occuper de votre bureau et ainsi de suite. Alors, bonne nouvelle, grande nouvelle. Nous autres, on est fiers. Le comité de direction, le service administratif avec José qui a travaillé très fort pour trouver du personnel pour mettre lors de ces activités-là le jour, du lundi au vendredi, trouver le personnel pour mettre en place pour répondre à vos besoins. Alors, d'ici le 6 septembre, on va vous communiquer les détails, mais le 6 septembre au matin, nous autres, c'est notre rentrée en classe. On va s'acheter une cravate, une chemise, puis on va aller pour notre première journée de classe depuis longtemps. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été ouvert. Alors, c'est très intéressant, très important pour nous autres. Puis tout ça va se faire dans le respect. Ceux qui ont été au bureau ont vu qu'il y avait déjà des plexiglas d'installer sur les comptoirs. C'est pas là parce que c'est là pour respecter l'adjointe. C'est à la demande des adjointes que ça a été fait, puis aussi pour respecter au niveau de l'hygiène. C'est pas de faire le tour et de se rapprocher de l'adjointe. C'est vraiment de rester de l'autre côté. Il y a des respects. Puis s'il y a lieu, si vous vous sentez mal ou vous avez, je ne sais pas quoi, là, des malaises, bien, vous mettez un masque ou vous n'allez pas au bureau. Mais tout ça va être spécifié lors de l'information que nous allons vous envoyer, que les bureaux ouvrent le 6 septembre. Bonne nouvelle, ça fait 4 fois je le dis, je vais le répéter, je suis fier. 6 septembre, au matin, les bureaux ouvrent, puis on va vous envoyer, si je peux, les informations concernant ça. Alors, sans plus tarder, on est over de 2 minutes, désolé, mais on a eu des petits problèmes techniques au début, puis je vais peaufiner ma technologie au niveau de la musique. Peut-être que la prochaine fois, je vous chanterai une chanson. Alors, vous ne voulez pas ça, là, mais on avait quand même 52 personnes qui participaient. Alors, merci Dimitri, merci tout le monde d'avoir été là, merci au comité de direction, Georges, Lise, Cynthia, et puis le groupe à José qui était là. Merci à tous, bonne semaine. On se revoit dans 2 semaines, le 6 septembre à 10h pour le prochain Zoom. Merci, au revoir.